Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis chirurgien plasticien, et nous, notre grosse difficulté, c'est que nous ne sommes pas formés à l'esprit. Nous sommes formés à manier un bistouri. En général, le chirurgien est silencieux. Il travaille dans une salle d'opération, parfois il discute avec ses aides ou il met un peu de musique. Mais nos rapports avec nos patients sont limités, et au fur et à mesure des années, ce qui se passe pour nous, c'est qu'on devient de plus en plus silencieux. J'ai appris ça de mon beau-frère, qui est un très grand chirurgien, qui s'appelait Daniel Marchak. C'est un chirurgien qui opérait les nouveau-nés qui avaient des malformations crâniennes. Et petit à petit, je le voyais au fur des années me dire « Moi, je ne veux pas d'histoire avec les patients, et donc je ne parle pas. Je réponds ou je fais un hochement de tête, mais je n'engage pas un dialogue autre que ce exactement pour ce quoi ils viennent. » Donc c'était une conception. À l'inverse, j'ai fait mon clinica et j'étais interne avec un autre professeur qui s'appelait Raymond Villain. C'est un comble pour un chirurgien esthétique, enfin il n'était pas que ça. Et Raymond Villain, c'était un homme assez génial qui avait eu d'ailleurs Lacan comme patient et qui nous racontait que Lacan avait un truc pour ne pas avoir peur avant de se faire opérer. Il hurlait à l'hôpital américain, ce qui fait que tout le monde entendait ce cri guttural qu'il poussait juste avant que l'anesthésiste ne l'endorme. C'était vraiment le cri d'un homme primitif, blessé et qui voulait s'en sortir. Je donne cette anecdote parce qu'elle est vraie. Raymond Villain était quelqu'un de très différent de Daniel Marchak parce que lui, il s'intéressait à l'individu qu'il y avait derrière la blessure. Le concept psychosomatique dont on vous a parlé a été un des domaines où il a le plus travaillé, et tout à l'heure, Rami Selinger vous en parlera d'une façon très, très élargie et très importante, parce que c'est un concept énorme qui est sous-estimé, au moins par ceux qui veulent réellement améliorer les patients. En effet, ils oublient le côté psychologique pour ne penser qu'à la matière, aux nerfs, aux vaisseaux qui sont comprimés. Et donc Raymond Villain s'intéressait à la psychosomatique et il avait ce talent étonnant de pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'esprit des gens. Il avait en un clin d'œil saisi qu'il y avait quelque chose qui pouvait aller ou ne pas aller. Et donc, à l'inverse de Daniel Marchak, il allait à l'intérieur de ces personnages, mais il n'allait pas trop loin. Il voyait qu'il y avait un problème, c'est comme s'il voyait qu'il y avait une faille, il voyait la faille, et là, tout de suite, il frappait dans ses mains, il y avait une psychologue et un psychiatre de son service qui étaient chargés d'accourir et en quelque sorte de prendre la suite. Alors nous, dans nos pratiques personnelles, en tout cas moi dans ma pratique personnelle, je n'ai pas eu la chance, sauf à l'hôpital, d'être accompagné par un psy ou une psychologue. Et donc quand vous êtes un chirurgien et que vous êtes dans votre cabinet et que vous souhaitez améliorer le contact avec le patient, on peut demander à un psychologue ou une psychologue de venir consulter. Un certain nombre de mes confrères l'ont fait, par exemple, peut-être certains le connaissent, le docteur Dardour, célèbre chirurgien esthétique, pendant longtemps a consulté avec une psychologue à ses côtés. Mais ça posait un énorme problème, parce que quand un chirurgien dit à une patiente, voilà, j'ai l'impression que vous avez un problème, peut-être que ce serait bien que vous alliez voir un psy, le patient le prend très mal. Et quand il discute avec cette psy, pratiquement, cette patiente est perdue pour le chirurgien, parce que c'est une proximité trop importante. Il faut, dans l'expérience que j'en ai tirée, qu'il y ait une certaine distance. C'est-à-dire que le chirurgien doit rester le chirurgien, il doit exprimer au patient la possibilité d'aller voir un psychanalyste ou un psychiatre en fonction des problèmes, mais c'est au patient de prendre cette décision. C'est assez difficile de le pousser à faire cela. Et donc, cet exercice, pour nous, c'est un peu comme s'il y avait dans chaque patient deux vecteurs. C'est pour ça que j'ai appelé mon topo une topologie, parce que le chirurgien représente un vecteur puissant. Au départ, le vecteur chirurgien et le vecteur patient sont sur la même ligne. Et petit à petit, il y a un écart qui se creuse. Petit à petit, le vecteur chirurgien va vers la chirurgie et le vecteur patient s'en éloigne. Et l'un pour l'autre devient incompréhensible. Le discours du chirurgien tombe dans le vide. Le discours du patient qui s'est éloigné n'a plus confiance dans le discours du chirurgien. Il est un peu perdu. Et c'est la source de tous les problèmes. Voilà pourquoi j'ai appelé cela la topologie
des patients insatisfaits. Alors là, je vais rentrer un petit peu dans la véritable histoire. Je vais vous raconter, si j'ai le temps, l'histoire de 3 patients pour que vous puissiez avoir une idée précise de comment ça se passe. Je vais d'abord vous raconter l'histoire de M. Tau. M. Tau est un très bel homme de 50 ans. Il est blond, les yeux bleus, le visage assez marqué, un visage énergique. Il est petit. Il est marié à une très belle femme, brune, très demandeuse de médecine esthétique. Et au départ, M. Tau, il vient me consulter un petit peu en cachette de sa femme parce qu'il a des sillons nasogéniens qui sont très marqués et il demande à ce qu'on les remplisse. Ça se fait, ça s'appelle la médecine esthétique, on utilise de l'acide hyaluronique. Et donc pendant 2-3 ans, ça se passe très bien. Il vient de temps en temps pour se faire un petit peu de médecine esthétique. La femme vient de son côté et en fait, ils ne viennent pas ensemble. Et puis, un jour, M. Tau vient, alors je pensais qu'il venait pour son injection rituelle, mais il me dit non, docteur, j'ai un problème, est-ce que vous pourriez me prescrire un médicament contre l'impuissance? Je voudrais être mieux. J'étais un peu étonné, parce que ce n'était pas franchement mon rôle, mais comme je l'aimais bien, c'était pas sympathique, donc plutôt que de lui injecter de l'acide hyaluronique, je lui ai fait une ordonnance qui, normalement, devait faire en sorte qu'il puisse satisfaire, je ne sais pas ni qui, ni c'était sa femme, c'était pas trop mon problème. Et puis, donc il a disparu. C'était un monsieur qui avait un travail très important, il était directeur de chantier de construction important, il a gagné beaucoup d'argent, donc il a vendu son affaire et il est parti aux Baléares. Et là, je n'ai pas revu le couple pendant quelque temps et je l'ai vu revenir à peu près 3 ans après. Son visage avait considérablement évolué. Il était marqué, il avait l'air un peu triste, il était un petit peu fermé. Il m'a dit j'ai un cancer du poumon, on me soigne et ça se passe bien. Et voilà, j'ai un problème, je ne m'aime plus quand je me regarde dans le miroir. J'ai fait un examen complet de son visage. Et je lui dis, ben oui, je pense que vous êtes un bel homme, c'est vrai, mais peut-être chez vous, ce qui vous rend un peu triste, c'est vos paupières qui sont un peu tombantes. Il me dit, oui, docteur, c'est exactement ça. Je ne voulais pas vous le dire, je voulais que ce soit vous qui me le disiez. Bien. Et donc, je fais habituellement des photographies, je discute, je lui explique le principe de l'opération. J'ose pas trop aborder avec lui ses problèmes de vie privée par rapport à ça. Il a un comportement très différent de ce que j'avais connu. C'est un homme comme s'il avait retourné sa veste à l'intérieur. C'est ce qu'on voyait, c'était plus la veste rutilante, c'était ce côté de la doublure, très curieux. Et donc, on prévoit l'opération, on pratique l'opération qui se passe sans aucun problème, et les suites sont simples. Et puis, il rentre aux Baléares, et je pensais que j'avais fait un homme heureux, et j'espérais qu'au moins, il ait le confort de la vie. Mais voilà que semaine après semaine, je reçois des emails en me disant « je ne suis pas content, ça ne va pas ». Il m'envoie des photos en me disant « regardez, je ne suis pas pareil à gauche qu'à droite. Tout le monde me dit que je ne suis pas pareil à gauche qu'à droite. Ma femme me dit qu'elle ne me reconnaît plus. » C'est très ennuyeux parce que par email et par les photos, on ne peut pas beaucoup correspondre. Je dis, bah écoutez, pas de souci, dès que vous revenez en France, parce qu'il revenait régulièrement, passez me voir, que je regarde. Monsieur Tau revient donc me voir, avec un air toujours aussi abattu, et il me pointe ses 2 paupières, en me disant, mais regardez là, je ne suis pas du tout pareil. Là. Alors je lui montre ses photographies, heureusement on fait des photographies préopératoires, donc je lui montre qu'il avait déjà une différence considérable qui était génétique, on n'est jamais pareil des 2 côtés, et donc forcément une opération a du mal à rétablir une symétrie parfaite. Les cicatrices ne sont pas tout à fait au même endroit. Et lui insiste énormément. Et là, je lui pose des questions par rapport à sa vie privée. Évidemment, sa femme ne le désire plus. Les petites amies qu'il avait en France
sont oubliés. Il se retrouve seul avec lui-même, avec une opération qui ne fonctionne pas à son avis. C'est-à-dire que ses paupières, pour moi, l'image que j'ai eue, c'était une image de sa sexualité. Et donc, j'ai quand même décidé de l'opérer, de faire une petite retouche. J'ai pratiqué cette retouche devant ce patient insatisfait. Je l'ai fait très simplement au cabinet. Mais j'ai senti que le fait d'abonder dans son sens, et bien que je ne sois persuadé de la nécessité de faire cette retouche, était quelque chose dont il avait besoin parce que c'était une restauration de sa personnalité. Cette retouche s'est bien passée. Il en a été fort ravi, très content. Et il m'a écrit après un mail en disant « Voyez, docteur, je savais que j'avais raison. Vous m'avez opéré, vous m'avez écouté, je me sens beaucoup mieux. Et d'ailleurs, ma femme me dit maintenant qu'elle me reconnaît. » J'en ai conclu que finalement, leur couple s'était bien rétabli. Donc voilà une histoire qui est assez intéressante pour vous faire sentir à quel point le chirurgien peut être isolé avec son patient. Et là, malheureusement, en tant que chirurgien, je n'ai pas votre capacité de psychanalyste de pouvoir aller voir en profondeur. Mais la solution dans ce cas-là, la topologie de ce patient montrait qu'il n'était pas effondré, que sa courbe était quand même horizontale et pas descendante, et qu'on pouvait lui donner un petit coup de pouce pour qu'il aille mieux. Donc lui, ça s'est bien passé. Deuxième histoire. Monsieur Sa. Monsieur Sa, c'est un homme qui a 65 ans, un homme très sympathique, très érudit, ancien champion du monde de karaté. Donc quand nous, on reçoit des patients comme ça, on fait un peu attention, parce qu'on se dit, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Et monsieur Sa, c'est pareil, c'est un monsieur qui prend très soin de sa personne. Il a été cassé à tous les étages. Toutes les opérations ne se sont pas trop mal passées. Il est encore en activité. Il est 8e dan de karaté. Donc c'est un homme important dans la communauté du karaté. Et lui aussi, au bout de 2-3 années pendant lesquelles je lui faisais des petits soins, des petits traitements, parce qu'il avait envie d'être jeune, vient me voir en disant « Écoutez, là, ça ne va pas, tout le monde me dit que je suis fatigué. » Je regarde et je ne lui pose pas trop de questions sur sa vie personnelle ou sur sa vie privée. Je dis oui, un peu comme le précédent, comme Monsieur Tau, avec les années qui passent, ses paupières s'étaient un petit peu alourdies. La mode était à porter une petite barbiche, une moustache, donc au niveau du visage, ça allait pas mal. Mais c'est vrai qu'au niveau de son regard, il y avait un alourdissement des paupières et peut-être que ça lui donnait un côté moins réflexogène, moins dynamique. Donc j'ai fait les photographies et je lui ai proposé de faire une intervention. Il m'a dit « je vais réfléchir ». Moi-même, j'étais extrêmement hésitant parce que je me demandais pourquoi. Je trouvais ses paupières, elles étaient un petit peu lourdes, mais enfin, ce n'était pas non plus catastrophique. Alors j'ai essayé de lui parler de sa vie privée. J'ai fait ce que vous faites. Je lui ai dit « bon, racontez-moi comment ça se passe pour vous. Il faut quand même que je comprenne. » J'étais un peu échaudé par le premier cas. Elle me dit « ben oui, écoutez, voilà, mon amie m'a quitté, mais elle continue de me dire qu'elle m'aime, mais nous n'avons plus de relation. Donc de temps en temps, elle me téléphone, et on se voit amicalement. Elle me dit qu'elle ne peut pas vivre sans moi. Elle m'aide dans mon travail, parce qu'elle me fait des affiches, des préparations pour mes cours, mais nos relations sont un peu distendues, et puis je vois qu'elle ne me regarde pas comme elle me regardait avant. Alors j'étais hésitant. Je voulais savoir, quand je vous ai dit tout ça, quels sont ceux qui pensent qu'il aurait fallu l'opérer? Levez la main, je voudrais savoir. Qui, en tant que vous êtes chirurgien, vous avez un patient comme ça, vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire, vous sentez que derrière il y a un problème psychologique, il y a peut-être un petit problème physique, que ceux qui l'opèrent lèvent la main. C'est pas honteux. Ouais, vous n'êtes pas nombreux. Voilà, j'ai pas fait une bêtise, mais je l'ai opéré. Je l'ai opéré parce que je me suis dit, bon, après tout, je peux que lui faire du bien, il va retrouver un petit peu son énergie, on lui dira, moins, tu as l'air fatigué. 1 mois après l'opération, ce qui est très tôt, très très tôt,
Ce patient revient me voir d'un air abattu. Il avait entre-temps téléphoné 5 fois à la secrétaire en disant « ça ne va pas du tout ». Il revient me voir, je regarde, il n'y a rien d'anormal, il a une cicatrisation qui est en cours, la paupière est encore un petit peu épaisse d'un côté, mais je ne vois rien qui soit affligeant. Mais ça ne va pas du tout, mais regardez là, ça tombe là, ça tombe. Alors, je dis oui, c'est vrai, mais je lui montre ces photos, c'était avant, ça tombe toujours, pour corriger ça, il faut faire un lifting temporal, c'est une opération plus compliquée, ça va pas. Je dis patientez un peu, vous n'avez pas fini de cicatriser. Mais d'accord, alors il m'aimait bien parce que pour des tas d'autres raisons, il me respectait, puisqu'il considérait que j'étais moi aussi le 8e dan en chirurgie esthétique. Donc quelque part, on avait une relation un peu de confiance. Il est revenu au bout de 2 mois, encore plus abattu, en me disant partout où je vais, je suis obligé de me cacher, je suis obligé de me dire que je me suis cogné, les gens me disent « mais tu as l'air fatigué », ça n'est plus ce qu'il était, enfin voilà. Alors je lui demande, et à propos de sa copine, il me dit « on a rompu ». Bon. Là aussi, j'ai cédé. C'est-à-dire que pour lui faire plaisir, j'ai décidé de lui faire une petite retouche sous anesthésie locale d'une de ses paupières. J'ai fait cette opération et finalement, ça ne s'est pas trop mal passé et je n'ai pas d'autres nouvelles. Et la conclusion pour moi, si vous voulez, c'est que ce qui nous manque le plus en tant que chirurgien, c'est d'avoir accès à quelqu'un qui peut objectivement prendre en charge ses patients au niveau psychologique, mais c'est une prise en charge qui est très compliquée, parce que ces patients doivent investir sur ce nouveau personnage qui va apparaître. Et à part Fernando, que je connais, qui pratiquement est le seul à avoir pu assumer cette tâche ingrate de prendre des patients insatisfaits des chirurgiens, je ne connais pas d'autres chirurgiens, d'autres médecins, et surtout psychanalystes, psychologues ou psychiatres, qui accepteraient cette tâche très dure, parce qu'ils sentent bien, ces médecins, psychiatres et psychanalystes, quand on leur envoie le patient, on voudrait qu'il n'y ait pas de procès. On voudrait que ces patients continuent de nous aimer et pas de nous attaquer en disant « vous m'avez raté » et d'entraîner la justice pour essayer, eux, d'avoir raison. Ce n'est pas forcément pour avoir une indemnisation, c'est surtout pour montrer que c'est eux qui avaient raison. Et donc ma conclusion, c'est que le patient veut toujours avoir raison. Et nous, chirurgiens, nous devons nous soumettre.